bolandaka Lingala News Magazine oyo epesaka information ya solo. Alors, je suis Edouard Makumbouila Ndwalonsou. Je suis originaire du Congo central, plus exactement du territoire de Luozi, au Manianga. Donc, je suis né Congo. Alors, Joseph Kasavubu, notre premier président de la République du Congo, sorti de la colonie du Congo belge, je le présente comme un homme qui a effectué un itinéraire sans égal. Donc, son itinéraire n'a pas d'égal. Et donc, la réflexion que j'ai préparée comporte 5 parties. Alors, il y a Joseph Kasavubu, intellectuel hors pair, Joseph Kasavubu dans les mouvements associatifs, Joseph Kasavubu qui fait son entrée en politique, Joseph Kasavubu qui est considéré comme un homme providentiel pour le Congo, et enfin Joseph Kasavubu considéré comme un homme à abattre. Vous allez voir pourquoi je l'ai considéré comme un homme à abattre. Dans la première partie, Joseph Kasavubu est né en 1917 et il fréquente les meilleures écoles à l'époque, donc les petits séminaires et les grands séminaires destinés à la formation des prêtres, à part naturellement les écoles normales qui ont été créées, mais M. Joseph Kasavubu qui a fait le grand séminaire avec le futur cardinal Malula, après avoir quitté le grand séminaire, il s'inscrit dans une école normale pour être utile à sa communauté. Et donc, avec un tel bagage intellectuel, il s'est limité à exercer des fonctions comme moniteur à l'école secondaire et comme superviseur à la société forestière agricole Agrifort au Mayombe. Bien. Et après avoir enseigné dans le Mayombe, il s'est installé à Léopoldville, à l'époque, ça s'appelle Léopoldville, aujourd'hui c'est Kinshasa, où il a travaillé dans l'administration centrale. Aujourd'hui, on appellerait ça la fonction publique, comme aide comptable. Alors, à Léopoldville, il est dans plusieurs associations, notamment l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes, où il est élu secrétaire général, on appelle ça ASANEF, et ensuite à l'association, à l'union plutôt, de défense des intérêts des Congolais, on appelait ça UNESCO. Alors à l'UNESCO, en 1946, il fait sa première déclaration en tant qu'intellectuel. En tant qu'intellectuel, dans cette déclaration, dans cette intervention, il défend les principes du premier occupant. C'est-à-dire, les Bakongo sont le premier occupant du royaume Congo et donc de la République démocratique du Congo, la future République du Congo, et de ce fait de la ville de Kinshasa. Et M. Joseph Kasavubu a revendiqué la prise en compte des Bakongo qui était majoritaire à Léopoldville à près de 85%. Et donc, M. Joseph Kasavubu a revendiqué la prise en valeur des Bakongo dans la ville de Léopoldville. Alors, il devient également secrétaire général de l'association des anciens élèves des pères d'esquettistes qu'on appelle ADAPES, en 1954. Et à la même année,
il est élu président de l'Alliance des Bakongo, ABAKO en cycle. C'est une association culturelle pour la défense des intérêts, pour la défense, pour la promotion de la langue kikongo et pour la défense des intérêts des Bakongo. Alors, l'ABAKO, il a été créé en 1960, mais, en 1950 plutôt, mais cette alliance des Bakongo a été dirigée depuis 1950 par... Vous allez vous familiariser avec les noms, les grandes personnalités de Bakongo. Donc, le premier président de l'ABAKO était M. Edmond Nzeza Landou. Et en 1954, il cède la place à M. Joseph Kasavubu. Et son premier vice-président, le premier vice-président de Joseph Kasavubu, c'est Daniel Kanza. Alors, regardez les paysages du Congo central. Edmond Nzeza Landou est des cataractes. Ici, Kasavubu est du bas-fleuve et Daniel Kanza, le premier vice-président, est de Manianga. Et donc, c'est dans le respect de la géopolitique. Aujourd'hui, vous entendez parler de la géopolitique au Congo central à travers ce qu'ils appellent Makuku Matatu, c'est-à-dire les trois piliers qui forment le Congo central. Donc, ça ne date pas de maintenant. Ça date de l'époque 1950, 54, 55, 60. C'est ça l'harmonie qui a été créée par le père fondateur de l'ABAKO. Alors, M. Joseph Kasavubu, en 1900, au moment où il entre, il prend la tête de l'ABAKO, l'Alliance culturelle de Bakongo, il y avait déjà d'autres associations comme la Fédération Kassaïenne de Léopoldville, ici à Kinshasa, la Fédération des associations ethniques du Congo, FEDECOA, et l'association Loulou Frères. Donc, au moment où le président Kasavubu prend la tête de l'ABAKO, il y avait déjà d'autres associations culturelles. Mais l'association de Bakongo a émergé par rapport aux autres dont on n'a jamais entendu parler. Alors, en 1955 plutôt, un Belge, M. Jeff Van Bilsen, qui était professeur à l'Institut universitaire d'Anvers, d'Outre-mer, qui a fait une réflexion sur la manière de donner l'indépendance aux Congolais du Congo belge. Pendant que l'administration coloniale se complaisait dans ce qu'ils appelaient « j'y suis et j'y reste ». Par contre, le professeur Jeff Van Bilsen a publié un document qui est resté historique, qu'il a qualifié de plan de 30 ans. Pour le professeur Jeff Van Bilsen, nous sommes en 1955. Il faut 30 ans pour donner l'indépendance aux Congolais. Il faut 30 ans. Parce qu'il faut préparer les institutions politiques, il faut préparer les cadres qui vont prendre la relève. Pour lui, nous sommes en 1955, il faut 30 ans pour donner l'indépendance aux Congolais. Et donc, il fallait attendre en 1985. Alors, la première réaction à cette proposition qu'on appelle le plan Van Bilsen vient du groupe qu'on appelait le groupe de conscience africaine, qui était à l'époque dirigé par l'abbé Joseph Albert Malula, à l'époque vicaire à la paroisse catholique Christ-Roi. Alors, pour le groupe de conscience africaine, d'accord, on va faire ça pendant 30 ans, on va attendre pendant 30 ans, mais ils n'acceptent pas, le groupe de conscience africaine, ils n'acceptent pas les principes des partis politiques. Pour les groupes de conscience africaine, pas question de partis politiques.
Par contre, nous sommes d'accord. On va associer les Congolais dans ces plans suivant les échéances. Mais une deuxième réaction va venir de l'ABACO, de l'Alliance de Bakongo, présidée par Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu va dire « Nous rejetons catégoriquement ces plans-là. Par contre, nous sommes d'accord qu'il y ait des partis politiques. Parce que c'est à travers les partis politiques que les Congolais vont librement s'exprimer. Alors, s'il n'y a pas de partis politiques, comment est-ce qu'on va accorder l'indépendance aux Congolais? Et donc, voilà les deux réactions au plan dit Van Bilsen, au plan des 30 ans. Alors, en 1957, il y a tout de même les premières élections que l'administration coloniale va organiser dans les centres qu'on appelait extra-coutumiers, qui deviendront les premières communes. Alors, en décembre 1957, il y a des élections à Léopoldville, donc Kinshasa, à Elisabethville, donc Lubumbashi, et à Jadoville, à Likasi. Ce sont les sites témoins qui ont été choisis, et d'ailleurs, les élections, on les a appelées des élections témoins. Alors, à Léopoldville, ici, à la capitale, étant donné que les Bakongo étaient majoritaires à près de 80%, ils ont gagné 133 sièges sur 170. Et donc, ils ont gagné la totalité presque des sièges des conseils communaux. Fort de cette majorité, en principe, les conseillers communaux qui étaient élus étaient appelés à élire également leur bourgmestre à la tête des communes. Et il s'est fait que sur 8 communes de la ville de Kinshasa, à l'époque, a gagné 6 bourgmestres pour 6 communes sur 8. Alors, je vais vous citer les noms qui ont été élus à ces différentes communes, notamment la commune de Dendal, aujourd'hui ça s'appelle commune de Kinshasa, était gagnée par Joseph Kasavubu, la commune de Ngiringiri par Diomi Gaston, la commune de Kalamou par Pinti Arthur, la commune de Saint-Jean, qui sera appelée Lingwala, par Pierre Cano, la commune de Njili par Boniface Kiese et la commune de Kintambo par Alphonse Tchinkela. Et donc, la ville de Kinshasa était sous la coupe de l'ABACO aux premières élections communales de 1957. Alors, j'entre maintenant dans le... J'évolue plutôt. En 1959, le 4 janvier, peu auparavant, vous avez entendu parler sans doute de Patrice Emery Lumumba, leader du mouvement national congolais, qui venait de participer à une conférence panafricaine à Accra, au Ghana. Et de retour à Kinshasa, ils ont organisé un meeting de restitution de ce qu'ils ont fait à la conférence panafricaine. Alors, le 4 janvier, le président Joseph Kasavubu tient aussi à s'agresser aux militants Bakongo. Mais l'autorité coloniale interdit cette manifestation. Et lorsque les Bakongo qui sont venus nombreux à la place Imka pour écouter leur leader, ils apprennent que l'autorité coloniale avait interdit la marche. Alors, ils ne comprennent pas. Tiens, hier, on a accordé l'autorisation à Patrice Emery Lumumba pour s'agresser à la population, et aujourd'hui, on interdit à l'ABACO de s'agresser à la masse. Mais ils ne comprennent pas ça. Et en rentrant chez eux,
en boudant évidemment avec la colère au ventre, il y a un policier, un officier de la police belge qui a tiré en l'air. Et ça a provoqué la panique. Et alors les gens ont couru dans tous les sens, mais comme ils étaient en colère, ils ont commencé à saccager les habitations des Blancs. Le 4 janvier 1959. Ils se sont mis à saccager les habitations des Blancs et même les entreprises des Blancs, notamment les stations d'essence, les magasins des Portugais qui étaient installés tout le long de la Victoire jusque vers Focombelle et Nguiri. Alors, ces émeutes ont duré jusqu'au 8 janvier. Et c'était les premières émeutes dans la colonie. Et selon l'autorité de la ville, il y avait 49 morts parmi les Congolais. Mais d'autres sources non officielles ont donné un chiffre de plus de 500 morts. Bien, maintenant, au lendemain de ces événements, tout naturellement, l'autorité belge s'est sentie un peu menacée. Alors, ils ont décidé l'arrestation de tous les dirigeants de l'Abaco. Étant donné que l'Abaco, excusez-moi, l'Abaco était tenu pour responsable de ces émeutes. Alors, pendant qu'on arrêtait les dirigeants de l'Abaco et qu'on les amenait à la prison centrale de Makala, la prison existait déjà en ce moment-là. Joseph Kasavubu s'est mis à vivre en clandestinité. Et étant donné que les dirigeants Bakongo étaient au courant du fait que la police belge recherchait Kasavubu, ils se sont organisés pour l'aider à fuir. Alors, il y a un abbé, l'abbé Jean Loya, l'a pris dans sa voiture, après l'avoir habillé d'une soutane de prêtre et l'avoir couvert les visages de charbon de bois parce qu'il était très clair de peau, n'est-ce pas, comme un métis. Et donc, la police belge pouvait les découvrir facilement. Mais l'abbé Jean Loya lui a couvert les visages avec la poudre de charbon de bois, habillé d'une soutane, et à l'époque, la soutane ou les prêtres avaient un laissez-passer. Ils pouvaient passer n'importe où. Et donc, au vu de la soutane, la sécurité belge laissait passer. De sorte que Joseph Kasavubu, habillé en soutane, est passé alors qu'il y avait des barrages qui étaient érigés pour l'arrêter. L'abbé Jean Loya l'a amené dans les forêts de Rigini jusqu'à Kimwenza et jusque dans les habitations des dirigeants influents de l'Abaco. Mais au terme de cette traque, le 8 janvier, et Joseph Kasavubu s'est dit non, je ne peux pas continuer à vivre dans la clandestinité. Il est allé se livrer aux autorités belges qui l'ont arrêté immédiatement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que la lutte réelle a commencé. Il a été arrêté à Makala, et pendant ce temps, un groupe de dirigeants Bakongo s'est rendu à Brazzaville pour se réfugier là-bas et préparer une riposte. Ce n'était pas une riposte en termes de guerre, mais une riposte pour créer ce qu'ils appelaient un comité de résistance Bakongo. Sur place à Brazzaville, fort des contacts qu'ils ont eus avec les Congolais de là-bas, ils ont réussi à faire la connaissance d'un avocat français, Maître Croquet, avocat au barreau de Paris, à qui ils ont présenté la situation et qui a accepté de traverser ici chez nous pour assurer la défense des dirigeants Bakongo emprisonnés. Alors,
en ce moment-là, Joseph Kasavubu commençait à avoir une ampleur telle que les Bakongo ont commencé à l'appeler le roi Kassa. Je crois que vous avez entendu l'autre jour à la cathédrale Notre-Dame quand on a parlé du roi Kassa. Eh bien, c'est en ce moment-là qu'on a considéré Joseph Kasavubu comme le roi Kasavubu des Bakongo. Roi parce que dans le système de Bakongo, le roi, c'est celui qui s'occupe de la population. C'est celui qui pourvoit aux besoins de la population. C'est comme le grand frère ou l'oncle dans la maison qui survient aux besoins de la communauté. Et là, les Bakongo n'ont pas hésité de le considérer comme un véritable roi et comme un Nkaziamakanda. Donc, Joseph Kasavubu était appelé roi Kassa, autrement dit Nkazi Amakanda. C'est comme ça qu'on a commencé, que la population a commencé à l'appeler. Nkaziavubu, c'est-à-dire un leader incontesté et incontournable pour les Bakongo. C'est à partir de ce moment-là que Kasavubu a commencé à avoir une grande emprise sur et le pays et la population. Alors, Joseph Kasavubu, en prison, mais grâce à la défense de Maître Croquet, il sera libéré et avec lui, tous les autres dirigeants Bakongo arrêtés. Alors, après sa libération, en 1959, toujours vers la fin 1959, le président Kasavubu, au cours d'une réunion de la BACO, le 21 juillet 1949, dans sa stature maintenant du roi Congo, a eu le courage de déclarer, à proclamer la République du Congo central en 1959. Et cette république devait englober les districts du Bas-Congo, les districts du Kwango et le territoire de Maningville. Maningville aujourd'hui, c'est Kikwit. Et donc, pour lui, étant donné qu'il a l'emprise ici à Kinshasa, il fallait créer la République du Congo central qui comprendrait les sites que je viens de vous citer. En ce moment-là, il y a d'autres associations, d'autres partis politiques qui se sont créés, et notamment les partis solidaires africains, fondés par Antoine Kizenga, Yumbu Gabriel et Pierre Moulele, qui se sont joints à l'action de l'Abaco, créant ce qu'ils appelaient le cartel Abaco-PCA. Aujourd'hui, on parlerait de regroupement politique ou plateforme. Mais c'était le premier cartel politique qui a été créé. Et donc, après avoir créé ce cartel, d'autres partis politiques, notamment le MNC Kalonji, c'est-à-dire Mouvement National du Congo, L. Kalonji, les partis du peuple, et ensuite viendront les partis comme la BASI, l'Alliance des Bayanzi, les partis de la défense du peuple Luba et les Baluakat. Alors, les cartels, se référant au message de la réaction de l'Abaco en 1956 en réaction au plan Van Bilse, qui réclamait l'indépendance immédiate et l'africanisation des cadres dans les institutions. Donc, ces groupes, ces cartels élargis à d'autres partis, se sont même décidés à créer ce qu'ils appelaient Union des républiques de l'Afrique centrale, Irak. Maintenant, certainement, devant cette situation qui commençait à devenir un peu
aigre pour l'autorité coloniale, ils se sont finalement décidés à organiser une table ronde politique à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1950 et 1960. Alors, pendant ces assises, pendant la conférence de table ronde janvier et février 1960, cette table ronde devrait réunir tous les délégués de toutes les formations politiques, les délégués des formations des associations syndicales, les délégués des confessions religieuses, les délégués des chefs coutumiers, donc tout ce que les pays comportaient comme personnalité, comme structure pour aider le pays à devenir indépendant. Pendant les assises, à l'initiative de Joseph Kasavubu, qui était soucieux de l'inclusivité de tous les partis politiques, a insisté et a demandé à la plénière d'exiger la libération de Patrice Emery Lumumba, qui était leader du mouvement national congolais, Lumumba, qui était en prison à Lubumbashi. Les délégués congolais, donc à l'initiative de Kasavubu, ont exigé que les Belges libèrent Lumumba, qui était en prison à Lubumbashi, à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, afin qu'il vienne prendre part aux assises. Et les Belges ont accepté ça, et chose dite, chose faite. Ils ont libéré Patrice Emery Lumumba, qui a pris le premier avion et qui est allé prendre part aux assises de la table ronde du 20 janvier au 20 février. Et donc voilà dans quel contexte Kasavubu a servi de catalyseur. Maintenant, toujours sous la pression des événements déployés par Labaco, au mois de mai 1960, l'autorité belge a mis en place une sorte de gouvernement provisoire. Et dans le gouvernement provisoire, ça s'appelait Conseil exécutif général, où chaque province était représentée. Et dans ce gouvernement provisoire, qu'on appelait Collège exécutif général, sous la supervision du gouverneur général du Congo belge, Joseph Kasavubu, le leader de l'Alliance Libre-Congo, avait comme charge les finances et l'économie. Bien, alors le 11 mai, ça c'était le 8 mai, le 11 mai 1960, interviennent les élections législatives, les premières élections législatives au Congo belge. Le 11 mai 1960, Joseph Kasavubu est élu député national sur la liste de Labaco dans la ville de Léopoldville. Donc après les élections du 11 mai, le 27 juin 1960, donc à 3 jours de la proclamation de l'indépendance, il est élu premier président de la République du Congo par le Parlement réuni en congrès. Donc, l'Assemblée nationale, qu'on appelait la Chambre des représentants, et le Sénat l'ont élu premier président. Ce n'est pas comme aujourd'hui, ça je vous le rappelle, ce n'est pas comme aujourd'hui où le chef de l'État est élu au suffrage universel. À l'époque, en tout cas, les premières élections ont été organisées de manière que seuls les députés pouvaient élire le président de la République. Et Joseph Kasavubu a été élu premier président de la République du Congo. Par contre, à côté de lui, Patrice Emery Lumumba, qui représentait aussi une grande partie de la majorité au Parlement, donc au Parlement, a été élu alors
où a été nommé le tout premier ministre du gouvernement de la République du Congo. Alors, donc, c'est à ce moment-là que vous avez le chef de l'État et le Premier ministre. Seulement, tout au début du mandat présidentiel, il y a un conflit politique entre le chef de l'État et son Premier ministre. Et le chef de l'État révoque le Premier ministre. Et quand il révoque le Premier ministre, Joseph Désiré Mobutu, qui était le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, donc l'armée d'aujourd'hui, est intervenu dans ce conflit en décrétant la neutralisation et du Premier ministre, du président de la République, et du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Donc, il a neutralisé, il a fait son premier coup d'État contre les institutions nationales. C'était le 11 septembre. Et le 11 septembre, il met en place ce qu'il a appelé le collège des commissaires généraux. Et ce collège des commissaires généraux était composé de jeunes universitaires congolais qui venaient de terminer pour la plupart des études ou qui étaient encore aux études et qui ont formé le premier gouvernement après avoir mis en place, chassé, si vous voulez, le gouvernement créé et formé par le Premier ministre Lumumba. Maintenant, c'était en principe, en septembre jusqu'au 31 décembre. Alors, ce conseil ou collège des commissaires généraux, une sorte de gouvernement provisoire, était mis en place jusqu'au 31 décembre. Alors, cette nouvelle structure exercerait désormais les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et présidentiels. Et c'est donc, en principe, ce gouvernement prend fin le 9 février 1961 et en ce moment-là, le président Joseph Kasavubu reprend la plénitude de ses pouvoirs régaliens. Seulement, une fois de plus, il y a un conflit. Ça, il faut le dire, c'est l'histoire. Un nouveau conflit lorsque Moïse Tshombe sera nommé Premier ministre. Il y a un nouveau conflit entre le président Joseph Kasavubu et Moïse Tshombe. Et en ce moment-là, le commandant en chef de l'armée nationale congolaise va de nouveau perpétrer un coup d'État contre le président Kasavubu et toutes les institutions du pays. C'est ce qu'on appellera le coup d'État du 24 novembre 1965. Voilà. Alors là, c'est la personnalité de Kasavubu qui s'éteint sur le plan politique. Parce qu'après avoir été écarté du pouvoir, il est rentré dans son village, au Mayombe, il est allé s'occuper de ses affaires. On n'en a plus parlé. C'est en 1965, le 24 novembre 1965. Et comme vous le savez,